y a eu ces problèmes-là, c'est la faute de l'école. Donc déduction logique, c'est si l'école est le problème, elle est aussi la solution. L'éducation, c'est l'un de ces domaines où absolument tout le monde a un avis. On a cette possibilité de l'éducation populaire gratuite pour tous, 24h/24, permanente, qui est formidable, toute la science à portée de clic. Mais est-ce qu'on s'en saisit correctement ? Et pour moi, c'est aussi ça le rôle de l'école et des adultes. Puzzle, un podcast du service recherche de l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France. Épisode 5. Qu'est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est la question que nous nous posons dès que nous souhaitons accomplir quelque chose, mais aussi quand on nous donne une consigne et qu'on souhaite y répondre. Ces interrogations en mettent en lumière d'autres. Qu'est-ce qu'il se passe en nous quand on apprend ? Qu'il faut faire face à un imprévu ou une impasse ? En bref, comment on apprend à apprendre ? C'est à cela que nous tenterons de répondre avec Marion Leclerc, maîtresse de conférences en psychologie cognitive de l'éducation au laboratoire Psytech de l'Université de Lille et enseignante à l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France sur le site d'Outreau. Après avoir été psychologue clinicienne pour un programme de réussite éducative, Marion s'est intéressée au processus d'apprentissage, notamment chez les jeunes enfants, et plus particulièrement au concept d'autorégulation des apprentissages, un cadre théorique encore peu connu et exploité en France qui sera au cœur de cet épisode. Bonjour Marion. Bonjour. Pour commencer, qu'est-ce qui se passe en nous quand on est face à une tâche ? Ou plus globalement, quand on apprend ? Alors c'est une très bonne question. On peut de premier abord comme ça se dire que c'est assez simple et en fait on va essayer de voir ensemble qu'il se passe beaucoup de choses. En premier temps, il va falloir essayer de comprendre finalement ce qu'on attend de nous. Donc on va commencer à analyser un petit peu, par exemple, le matériel ou la consigne qu'a pu nous donner un enseignant, si on se place tout de suite en contexte scolaire. Prendre appui aussi sur justement des connaissances qu'on pourrait avoir. Est-ce que c'est la première fois qu'on est face à cette tâche ? Est-ce qu'on l'a déjà rencontrée ? Est-ce qu'on a été performant ? Est-ce qu'on n'a pas été bon ? Sur qui peut-être on peut aussi s'appuyer ? Voilà, énormément de connaissances qui vont être mobilisées pour nous aider à identifier ce qu'on peut attendre de nous. De là, on va se fixer un but finalement qu'on va essayer d'atteindre en mobilisant ces différentes stratégies ou ressources à disposition à ce moment-là. Ensuite, on va pouvoir mettre en œuvre finalement ce plan d'action qu'on a un petit peu anticipé. Et finalement, si on a réussi à aller au bout de ce processus-là, cette étape-là, faire un peu une sorte de bilan, se dire tiens finalement, est-ce que j'ai réussi ? Est-ce que j'ai répondu à ce qu'on m'a demandé ou pas ? Pour potentiellement réajuster. Et c'est ça après où effectivement on peut complexifier un petit peu les choses. Ce bilan peut nous permettre de se dire ou de se rendre compte, est-ce qu'on a atteint pleinement l'objectif qu'on s'est fixé ? Ou est-ce qu'on était un petit peu à côté ? Ou si par exemple on avait déjà eu une expérience plutôt négative, on ne se sentait pas très bon, d'habitude cette tâche-là, j'arrive pas trop. Là on l'a bien réussi, on réajuste un petit peu l'évaluation qu'on peut en voir. Et donc on voit que ça vient mettre à jour ces connaissances qu'on avait précédemment. Et donc quelque part... c'est un peu un cercle infini comme ça de boucles qui s'enchaînent les unes les autres au fur et à mesure. Ça veut dire un ensemble de facteurs et visiblement 3 étapes dans ce processus. C'est ça. En fait, c'est 3 étapes qui peuvent se distinguer, qui forment ce qu'on appelle l'autorégulation des apprentissages. Donc 3 étapes qui nous permettent d'aller au bout de ce but qu'on vise. Donc une première étape qu'on pourrait qualifier de préparatoire, une deuxième phase d'action et une phase de réflexion. Donc si je reprends, une petite phase de préparation, on va mobiliser nos connaissances, analyser la situation et planifier. Une deuxième étape d'action où je vais mettre en œuvre ce plan d'action, exécuter, mobiliser les stratégies qu'on a anticipées, demander l'aide à la voisine si on sait qu'elle peut nous aider, etc. Et finalement, une fois que l'action est terminée, une phase de réflexion, on va prendre un peu de recul sur ce qui vient de se passer, essayer de faire le point. Mais parfois, quand on donne une consigne, et particulièrement à des tout-petits, on voit qu'ils y répondent en faisant complètement autre chose, en étant à côté. Qu'est-ce qui se passe dans ce processus pour que ça ne fonctionne pas ? Alors c'est tout à fait cette situation qui m'a amenée à m'intéresser à ce cadre théorique de l'autorégulation des apprentissages, parce qu'en effet,
en particulier quand on se balade dans les classes de maternelle chez les plus jeunes enfants, quand on leur propose une tâche, une activité, on peut assez souvent voir que certains vont être complètement à côté de ce que l'enseignant demande, et pour autant ils sont très fiers, ils sont très contents. Si on leur dit, à ton avis, tu as réussi l'exercice ? Oh oui, oui, oui. Alors qu'est-ce qui se passe ? Si on revient sur mes 3 étapes, la première, on l'a dit, c'est se fixer un but et essayer de déterminer comment on va le faire. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune élève ? Est-ce que c'est la première fois déjà qu'il voit la tâche ? Ça peut expliquer, du coup, je ne sais pas en fait ce que je dois faire. Et puis j'ai vu du matériel sur la table, donc le réflexe d'un jeune enfant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il prend le matériel et il manipule. Ouais. Et il ne se dit pas avant, qu'est-ce que je dois en faire ? Donc un peu cette idée de précipitation. S'il a déjà rencontré la tâche, il peut justement aller mobiliser ses connaissances. Ah oui, je me souviens, on l'a fait la fois dernière, il faut faire telle ou telle chose. Alors prenons une activité assez classique dans les toutes petites classes, un tri par exemple. On a des cubes ou des formes géométriques en bois de différentes couleurs et on va devoir faire un tri sur un critère, par exemple la couleur. Mais ensemble, les bleus, voilà. Qu'est-ce qu'il peut se dire l'enfant ? Il voit les formes. Ah, mais je vais faire une maison, par exemple. Il peut assembler. Et c'est ça l'objectif qu'il se fixe lui. Et donc derrière, je sais que je peux manipuler, mettre au-dessus, etc. Et ce qui peut expliquer que pour lui, il a fait ce qu'il avait visé au départ. Mais l'enseignante, c'est pas ça qu'elle voulait qu'il fasse. Et donc, on peut réfléchir un petit peu là-dessus. Est-ce qu'il y a des difficultés qui se présentent seulement à cette étape-là, ou est-ce que tu rencontres d'autres difficultés après sur la mise en œuvre de l'action ou sur la réflexion qui permet de réajuster ? Alors effectivement, on peut dérouler à nouveau toujours sur les 3 étapes. Ça peut être donc au départ le but visé qui n'est pas le bon. Ça peut être dans la phase d'action, finalement, ne pas avoir les bonnes stratégies ou les bons outils, les bonnes procédures pour permettre d'atteindre le but. Ou en utiliser d'autres qui ne vont pas être appropriés à la tâche, ou finalement la dernière phase de régulation. Je disais tout à l'heure cette idée aussi un peu de jugement de la performance. Un jugement, c'est quelque chose de personnel et subjectif, et donc on peut avoir tendance à se surestimer ou se sous-estimer en prenant appui sur différents indices dans l'environnement qui peuvent un peu biaiser en quelque sorte le jugement qu'on peut faire. Et ça, c'est très vrai chez les jeunes enfants, justement, en particulier. Ouais, puis j'imagine que la capacité de s'auto-évaluer, en fait, elle est difficile à développer aussi. C'est ça. Puisqu'il va falloir prendre, si on veut être objectif, justement, le plus neutre possible, prendre appui sur des indices qui nous permettent cette neutralité, en quelque sorte, cette objectivité. Chez le jeune enfant, mais même chez nous adultes, on s'en rend compte, des fois, c'est pas évident. On va se faire influencer, justement, par ces différents événements qu'on a déjà rencontrés, connaissances qu'on a sur nous, ou cette tendance aussi qu'on a à se comparer aux autres. Mais si on se compare à l'incomparable, ça vient aussi un petit peu perturber cette étape-là, quelque part. Dans tes travaux de recherche, toi, tu t'es particulièrement intéressée à la première étape du processus d'autorégulation, donc ce processus de contrôle de l'action que tu viens de nous expliquer, et qui est visiblement plus difficile pour les jeunes enfants. Sur quoi tu as travaillé plus précisément ? Qu'est-ce que étaient tes hypothèses ou tes questions de recherche ? Alors effectivement, dans la littérature, on sait que le jeune enfant a des capacités cognitives, on va dire, très larges, en plein développement, donc sur lesquelles il peut s'appuyer différemment qu'un adulte, sur lesquelles elles sont déjà plus avancées, par exemple. Et je me suis vraiment intéressée à cette première étape parce que pour moi, c'était la porte d'entrée, finalement, qui explique un petit peu tout. Comment un enfant se fixe un but ? Qu'est-ce qu'il va faire, justement, qu'il se dise face à des cubes en bois ? Enfin, des cubes, pourquoi en bois ? Je sais pas. Bleu. Voilà, bleu en plus, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que face à des cubes, par exemple, il va effectivement les trier comme lui demande son enseignante, ou au contraire, il va faire une tour, ou il va faire une maison, ou il va détourner et partir dans un jeu, ou les donner à son voisin. Enfin voilà, c'était un petit peu ça le point de départ. Donc c'est vraiment cette première étape qui m'a intéressée parce qu'on sait qu'elle est vraiment très difficile chez le jeune enfant. Il a peu d'éléments qui lui permettent de s'appuyer de manière pertinente, on va dire, sur les indices qui peuvent exister dans l'environnement pour l'aider à décoder finalement la tâche à faire, etc. Donc par exemple, j'ai réalisé une étude auprès d'enfants de maternelle scolarisés en moyenne section, donc entre 4 et 5 ans. Et j'ai essayé de tester l'implication des conditions de réalisation d'un puzzle. Un puzzle, c'est une tâche assez familière pour les jeunes enfants. On en trouve à la maison, on en trouve dans les classes, dans les écoles. Et je me suis dit que tiens, peut-être que si on fait varier les conditions de réalisation de ce puzzle, en créant une situation prévue
ou imprévu, justement pour venir un peu déstabiliser l'enfant, peut-être que ça va influencer le but qu'il se fixe. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? C'est ça, c'est des processus qui se passent dans la tête des enfants, donc c'est pas évident, c'est essayer de trouver les bons outils. Pareil, chez le jeune enfant, il y a une autre barrière, c'est celle du langage. Donc ce que j'ai fait, c'est d'essayer de créer une situation familière, faire un puzzle, où dans la littérature, on peut répertorier finalement différentes stratégies de réalisation d'un puzzle, soit regarder les formes des pièces pour justement se baser un petit peu plus sur la forme pour réaliser le puzzle, l'encastrement, si vous voulez, l'emboîtement des différentes pièces. Soit on va se baser justement plutôt sur le dessin, l'aspect figuratif, en fait, ce que représente le puzzle. Tiens, il y a un œil, là je vais chercher le deuxième œil, par exemple, parce qu'on sait qu'un visage, il y a 2 yeux côte à côte chez un humain. Donc plutôt l'aspect figuratif. Ou dernière stratégie, ça va être de s'y prendre un peu de manière aléatoire. Je prends une pièce et je cherche où est-ce que je peux mettre. Donc partant de ces connaissances-là, on a créé ce qu'on a appelé des planches nounours de réalisation du puzzle. Des planches nounours ? Voilà, parce qu'on avait pris un petit nounours qui a réalisé un puzzle. Pour rendre le truc un petit peu plus ludique, un petit nounours, c'est un peu plus sympa pour un jeune enfant. Donc, chacun correspondant à une procédure particulière associée à une couleur, bleu, jaune, vert. Et donc, on lui demandait, tu vas devoir faire un puzzle, tu veux le faire comme qui ? Comme le nounours bleu qui s'y prend comme ça en regardant autour, en regardant les formes des pièces, comme nounours jaune qui regarde plutôt le dessin, les personnages, ou comme nounours vert qui fait un petit peu au hasard. Et donc on lui demandait avant quel but il se fixe finalement, il choisit au départ. On le laisse réaliser le puzzle, et puis on revérifie après si c'est en adéquation finalement avec la procédure qu'il a proposée. Ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a introduit donc cette idée de changer le contexte, de créer un imprévu pour voir si ça a influencé ce choix du but. Et donc on lui disait, donc on le voyait le lendemain par exemple, tu vas devoir refaire le puzzle, mais aujourd'hui attention, on va enlever, on va le faire à l'envers. Par exemple, on vient de déstabiliser ses repères, on lui dit maintenant tu continues à faire le puzzle, mais on lui retourne ce qu'il est en train de faire finalement pour faire le puzzle à l'envers. Est-ce que tu vas le faire comme nounours bleu, comme nounours jaune ou comme nounours vert à nouveau ? Voir si ça a une incidence sur le changement du but. Ouais, ça veut dire qu'en fait, tu étais en train d'observer, j'essaie de bien me remettre en situation, c'est d'observer la fixation du but en fonction du contexte. Et du coup, quelles stratégies sont employées par les jeunes enfants ? C'est ça. Donc on peut à la fois observer les stratégies mobilisées par l'enfant et si le fait de changer le contexte vient changer son but. Ce qui pourrait expliquer finalement comment un élève se fixe un but, enfin comment un jeune enfant se fixe un but en fonction des conditions de réalisation de la tâche. Et de façon très concrète, quand tu as mené ce travail, qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats ? Qu'est-ce que vous avez pu constater ? Je simplifie un petit peu ici, l'idée c'était de regarder un petit peu beaucoup de choses, mais ce qu'on a pu notamment montrer, c'est que face à un changement imprévisible, donc en fait, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais soit on leur annonçait qu'il y allait avoir un changement, soit on ne leur disait pas. Donc c'était un peu soudain, comme ça, imprévisible. Et en fait, c'est cette condition imprévisible qui a été la plus significative, on va dire qui nous a apporté plus d'éléments, parce que donc, le jeune enfant a du mal à contrôler son apprentissage, et donc il est un peu plus déstabilisé finalement par cette condition imprévisible, et d'autres fonctions de contrôle prédisaient ce changement de but spécifiquement dans cette phase de changement imprévisible, en fait. Donc, autrement dit, le changement pousse le jeune enfant au changement. Il n'arrive pas à maintenir le but initial qu'il s'était fixé, la façon de faire du nounours bleu, par exemple. Et donc, ce qui témoigne de moins bonne capacité de contrôle, finalement, de cette autorégulation, ce qui est assez caractéristique du jeune enfant dans la façon de percevoir l'environnement, de se laisser influencer, finalement, par l'environnement. Donc ça, c'était le premier aspect. Un deuxième élément qu'on peut souligner avec cette étude, c'est qu'en fait, on avait regardé donc, des enfants de moyenne section donc, aux alentours de 4 ans, 2 fois dans l'année. Une première fois en début d'année scolaire, donc ils ont plutôt aux alentours de 4 ans, et une deuxième fois en milieu, fin d'année scolaire, où ils ont plutôt 4 ans et demi, 5 ans.
Et ce qu'on voit, c'est que le résultat que je viens d'expliquer, donc le fait de se laisser influencer finalement par le changement pousse à changer de but et donc à ne pas maintenir le but initial qu'on s'était fixé. C'est plus flagrant chez les plus jeunes. Et donc ça témoigne bien d'une espèce de bascule qui s'opère dans ce contrôle de soi vers 4 ans et demi en fait. Donc la moyenne section qui est vraiment une étape un petit peu particulière, on va dire, dans le contrôle de soi, dans le développement cognitif des jeunes enfants. Donc une classe un petit peu importante aussi par rapport à ça, où on voit des progrès au niveau de ses compétences. Je l'ai dit tout à l'heure, l'autorégulation, c'est un processus complexe et puis un peu invisible, hein, c'est quelque chose qui se passe dans la tête de l'enfant. Donc la question des chercheurs, c'est toujours ça, trouver le bon outil pour rendre compte de ces processus complexes. Donc ce que notre étude a permis de montrer, c'est que, oui, un jeune enfant peut s'autoréguler. Parce que dans la littérature, on a longtemps pensé que le jeune enfant de maternelle, pour faire court, n'était pas capable de s'autoréguler. C'était peut-être aussi un problème d'accès à ce processus. Donc là, en utilisant une tâche familière, écologique, on utilise ce terme un peu hors laboratoire, dans un contexte familier, un outil familier, en utilisant les bonnes grilles et en créant des outils aussi d'explicitation finalement du but, les planches nounours comme je le disais, faire les contours, utiliser les images ou faire au hasard, ça permet à l'enfant de s'autoréguler aussi. Donc ça, c'est un deuxième élément que cette étude a pu apporter. Donc cette question des outils nous amène à nous interroger. Finalement, là, je me suis centrée exclusivement sur la première étape de l'autorégulation, mais on voit que derrière, c'est aussi mobiliser certaines stratégies, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu une limite en quelque sorte de cette étude aussi, pour pouvoir aller plus loin dans l'interprétation aussi des données, c'est de s'intéresser peut-être à la deuxième étape de l'autorégulation, donc cette idée justement de mise en œuvre des stratégies du plan d'action qu'on a anticipé. C'est vrai que ça pourrait être intéressant d'aller analyser plus finement finalement les procédures, les stratégies mobilisées par les jeunes enfants dans ce contexte-là aussi, par exemple, de réalisation d'un puzzle. Avec tes travaux de recherche, on voit en tout cas qu'a priori, il doit se dessiner très tôt des différences entre les processus d'apprentissage des enfants, surtout là avec cet exemple de la classe de moyenne section. On peut aussi se demander quelle est la part de l'inné et de l'acquis dedans, dans ce processus-là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors effectivement, c'est tout l'enjeu aussi des recherches. C'est un débat de longue date. On pense tout de suite à Aristote et Platon, le fameux débat l'inné et l'acquis, la part de l'un, la part de l'autre. C'est ce que justement on cherche à expliquer. Effectivement, il y a différents facteurs qui peuvent venir influencer ce processus. Une part d'inné parce que oui, on est tous inégaux, le code génétique, la maturation cérébrale, etc. peuvent venir expliquer des différences. Moi, j'essaye de voir aussi justement d'autres facteurs, d'autres fonctions cognitives qui pourraient venir expliquer ces différences de performance entre les élèves, ces différences en termes de bonne capacité d'autorégulation ou non. Donc par exemple, les fonctions cognitives, d'autres fonctions cognitives qui m'intéressent plus particulièrement, c'est la flexibilité cognitive, donc c'est une fonction exécutive, une autre fonction de contrôle qui est justement cette idée d'adaptation, finalement, la capacité à passer d'une tâche à l'autre, de faire face au changement finalement. Est-ce que si on a une meilleure flexibilité, une meilleure capacité d'adaptation au changement, on est plus autorégulé, on est plus à même de mieux s'autoréguler. Une autre fonction cognitive qui peut être impliquée, c'est la métacognition, qui m'intéresse plus particulièrement, qui mobilise justement à la fois ces connaissances qu'on a sur soi-même, sur la tâche, ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure à la première étape, on va mobiliser ces connaissances et aussi la façon de la contrôler. Donc on appelle aussi comprendre son fonctionnement cognitif finalement. Donc c'est d'autres facteurs, comme ça, des choses un petit peu complexes, mais qui nous permettent d'aller plus en profondeur dans l'étude de ces processus complexes qui peuvent partager des liens. Donc ça c'est une première part, voilà, sur l'idée de l'inné. Est-ce qu'on est tous égaux ou pas par rapport à ça ? Est-ce que ce type de fonction, on va dire, peut venir expliquer les différences ? Mais il peut y avoir aussi justement la part du contexte, l'influence justement quand on est en contexte scolaire. Est-ce que l'enseignant peut jouer un rôle? Est-ce que la façon d'aménager, la façon de proposer la tâche peut avoir une incidence et donc essayer de faciliter la réussite de l'élève, puisque c'est bien ça qui nous intéresse. Merci beaucoup Marion.
Avec ces derniers éléments de réponse, on voit bien que le processus d'apprentissage n'est pas qu'inné. Il ne dépend pas que de la personne qui apprend et que le contexte est aussi déterminant. C'est ce que nous aborderons dans le prochain épisode avec Marion Leclerc. Comment aider les enfants à améliorer leur processus d'apprentissage ? Comment faire apprendre à apprendre ? On espère que cet épisode vous a plu et vous a intéressé. Vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources utilisées et proposées pour aller plus loin sur le site de l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France dans la rubrique Recherche. À bientôt!